Merci de nous retrouver sur True TV pour l'actualité. Au sommet de cette édition, 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, la ville de Manga est prête pour accueillir les festivités selon le maire de la commune. Vous l'entendrez dans ce journal. Et nous restons avec cette actualité qui constitue l'édito du jour. Bernard Bougma est sur ce plateau pour nous parler de la commémoration et des défis à relever. Bonjour chez vous et bon appétit à vous qui êtes à table. Vous le savez déjà, Manga est à l'honneur cette année pour les festivités du 11 décembre. Et pour l'occasion, la cité de l'Épervier fait peau neuve, des logements sociaux et certaines voiries sont toujours en construction à quelques heures de la commémoration, mais cela n'impacte pas la tenue des festivités. Selon le maire de Manga, tout est fin prêt pour demain 11 décembre. On l'écoute au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. Nous reconnaissons qu'il y a des chantiers toujours en cours. Il y a même des chantiers du 11 décembre qui viennent d'être démarrés. Par exemple, si je prends l'exemple, la Sonapost devrait nous réaliser un centre multimédia dénommé Espace pour Jeunes. Ce n'est que cette semaine que nous avons installé l'entreprise, que cela ne tienne. Il y a un délai contractuel qui lie l'entreprise à la maîtrise d'ouvrage. Donc, tout ce qui est en train d'être dit, c'est vrai, mais n'impacte pas la tenue dans de bonnes conditions des festivités. La place de la nation, où le 10, nous devrons tenir la cérémonie de distinction au niveau régional, nous pouvons assurer que là-bas aussi, nous avons même tenu notre séance d'aérobic. Il reste quelques retouches, quelques pavés à placer, mais nous savons qu'à l'heure que je vous parle, l'entreprise est en train de s'activer pour nettoyer le site. La salle polyvalente, là où beaucoup n'ont pas cru, et pourtant ça serait une réalité. Nous allons tenir une soirée de défilé de mode pour magnifier le paille traditionnel, le 10. Pour la cité des Forces Vives, nous avons attribué 200 parcelles aux Forces Vives. À la date d'aujourd'hui, nous avons pu réceptionner 135 villas où nous allons héberger des gens. C'est pour dire que là-bas aussi, il y a eu beaucoup d'avancées. Et les logements sociaux, initialement, c'était 300 qui étaient annoncés, mais il y a une entreprise qui a été défaillante et les 200, nous sommes en train de les réceptionner. Les voies d'accès, de dessert au niveau des différents grands quartiers sont prêts et que la circulation est fluide. Il reste quelques travaux de voirie dans la cité moins importants. Donc là aussi, nous pouvons rassurer que d'ici la date du 11, en tout cas, la question de voirie sera réglée. Connaissez-vous l'histoire de la ville de Manga? Eh bien, la cité de l'Épervier a été fondée au XVe siècle par Naba Karkoui. Selon l'histoire, elle a été rendue célèbre par Naba Silga, successeur de Naba Karkoui. Connu pour sa bravoure et son intégrité, Naba Silga était également redoutable de ses ennemis, d'où le nom de Manga, cité de Naba Silga en français Épervier. Le reste de l'histoire, c'est notre reporter Maxime Jean-Eudes Bambara qui nous la raconte. Situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, dans la province du Zunwego, Manga compte 5 secteurs et 13 villages rattachés, avec une population estimée à plus de 45 000 habitants. Plus connue sous le nom de cité de l'Épervier, la capitale de la région du centre-sud, Manga, veut dire en langue nationale Moré Gombo. Et Manga aussi est connu sous l'appellation de cité de l'Épervier, Naba Selectanga, qui fait allusion au 5e chef de la liée, qui en tout cas impacté son règne par sa bravoure, d'où le nom cité de l'Épervier. Et Manga, le nom Manga veut dire Gombo en Moré. Il faut dire que les premiers habitants de Manga sont venus de Tenkodgo, descendants de Naba Zougrana. Et compte tenu de la fertilité du sol, ils ont commencé à pratiquer la culture du Gombo et envoyaient une grande partie à leur papa qui est resté à Tenkodgo. Et donc, d'où l'appellation Mantenga, qui a été transcrit en français Manga. L'actuel chef Naba Kiba II, fils de Naba Baango, est le 7e chef que connaît la cité de l'Épervier.
La ville de Manga regorge d'énormes potentialités culturelles qu'économiques et elle a l'avantage d'être située proche de la frontière ghanéenne, ce qui fait d'elle un carrefour des échanges commerciaux entre les deux pays. Nous sommes situés dans une partie un peu arrosée du territoire, ce qui fait de Manga en tout cas une commune très très favorable à la pratique de l'agriculture. Il y a l'élevage aussi qui est bien pratiqué. Et Manga aussi a l'avantage d'être pas loin de la frontière ghanéenne, ce qui facilite les échanges. Côté culturel, nous avons notre identité culturelle qui est là. Il y a le Guinguéré, il y a les masques et il y a certains sites touristiques aussi qui en tout cas attirent des visiteurs. Voilà en gros ce que je peux dire par rapport aux potentialités que regorge Manga. Avec l'organisation cette année du 11 décembre dans la cité de l'Épervier, Manga enregistre d'importantes réalisations tant du côté des voiries que des logements. Des réalisations qui, selon le premier responsable de la commune, viennent combler un manque et donner un coup de pouce à l'activité économique de la ville et partant de la région du centre-sud. Je vous l'annonçais en titre, Bernard Bougma est sur ce plateau et son édito porte sur la commémoration de l'indépendance. Bernard Bougma, bonjour. Bonjour Amandine. Bienvenue. Merci. Alors demain, le Burkina Faso va rythmer en son et en image, aux couleurs de l'indépendance, 58 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir comme constat? Merci. Alors, il faut dire que cette année, ça coïncide pratiquement avec -1. Donc, dans un an, la colonie de la Haute-Volta devrait normalement avoir 100 ans. Donc, la colonie, ça a été fondée en 1919. Et dans 2 ans, ça va être le 60e. Donc, c'est une année pratiquement anniversaire. Les 58 ans cette année. Alors, ce qu'il faut également faire comme constat, c'est que au niveau du Burkina Faso, beaucoup de choses ont évolué. C'est nous qui choisissons nos présidents, c'est nous qui élisons au plan local ceux qui vont s'occuper de la gestion de la cité. Je parle des élus locaux. La représentation nationale, ce sont nos fils, ce sont nos frères que nous choisissons directement nous-mêmes. Donc, il y a effectivement cette liberté de choix. Ça, c'est un premier constat sur le plan politique. L'autre constat également sur le plan économique, c'est que les choix économiques qui sont faits, c'est nos dirigeants qui les font. Même s'il y a de la limite, c'est d'abord eux qui impulsent la dynamique, la marche et qui impriment la vision. C'est vrai qu'on est beaucoup plus dépendant de l'aide extérieure, mais le constat également est que les politiques économiques, sociales, c'est nous qui les déclinons. Elles peuvent contenir des limites, elles peuvent avoir des forces, mais c'est nous qui les mettons en place. Ce n'est pas quelqu'un maintenant qui de l'autre côté effectivement nous dit il faut faire ci, il faut faire ça. Donc à l'arrivée on peut apprécier. Alors l'autre constat que nous faisons, c'est que on a le constat que c'est un pays pauvre très endetté. Donc c'est là également, c'est cette lecture qu'on fait, que on a du travail à faire par rapport à pouvoir nous inscrire résolument dans le Conseil des Nations. C'est-à-dire qu'il y a du boulot qui a été fait, mais il y a du boulot encore qui reste à faire. Donc c'est pour dire que on a traversé des périodes difficiles. 5 coups d'État, ce n'est pas rien. 2 soulèvements, donc un soulèvement populaire, une insurrection, ce n'est pas facile dans la vie d'un peuple. Et il faut rebondir à chaque fois pour pouvoir inventer l'avenir. Donc ce n'est pas une chose aisée, mais bon an mal an, le Burkina Faso continue son bonhomme de chemin. Donc, tant bien que mal, le Burkina Faso a réussi à inscrire son nom dans le Conseil des Nations. Tout à fait. Déjà, à l'indépendance, de façon formelle, nous avons rejoint les grands groupes internationaux qui existent au plan sous-régional, au plan africain et au plan international, à travers les organismes qui existent, qui régissent au plan national, au plan sous-régional, au plan international. Donc, vous avez la CEDEAO, vous avez l'UEMOA, vous avez l'Union africaine, d'abord l'UEMOA et puis l'Union africaine, vous avez l'ONU. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons pu, à travers en son temps Thomas Sankara, pouvoir faire en sorte qu'un pays dont on ignorait pratiquement jusqu'à l'existence puisse tenir tête à des grandes nations et décliner de façon claire et évidente sa façon de vouloir progresser et de dire également à la face du monde les objectifs premiers par rapport à ce que nous voulons en termes de priorité. C'est-à-dire, c'était que notre ambition, c'était de pouvoir offrir à chaque Burkinabé 2 repas par jour et 20 litres d'eau. Donc, le décliner déjà, c'était quelque chose d'inédit pour des pays comme le Burkina Faso où on pensait qu'il n'y avait personne qui pouvait le faire. Donc, il faut également dire qu'au niveau de la sous-région, nous avons été pionniers en matière de médias. Donc,
notre radio, notre télévision. On a battu plusieurs pays qui étaient plus nantis que nous. Donc ce ne sont pas des choses à négliger. Bon, notre principe de refus de l'injustice, naturellement, comme je l'avais dit, a contribué effectivement à ce que nous impulsons nous-mêmes les changements voulus à travers des colères collectives exprimées, donc que ce soit le soulèvement de 66, l'insurrection de 2014 ou la résistance au putsch. Oui, à l'arrivée également, il y a eu des espoirs qui ont été déçus, mais ce n'est pas faute de n'avoir pas essayé. Il y a des peuples qui croupissent sous le joug effectivement des dictatures, mais qui ne l'ont pas fait. Donc, sur le plan économique, il y a eu des tentatives, il y a eu sur le plan politique également des tentatives pour inverser la tendance. Donc, on a réussi quand même à inscrire notre nom dans le concert des nations, et là également, il ne faut pas le négliger, surtout avec par moment les médiations de Blaise Compaoré. On pourrait épiloguer, mais quoi qu'il en soit, ça contribue également à rehausser l'image du Burkina à l'international. Alors 58 ans après, quels sont les défis qui restent à relever pour le Burkina Faso? Alors, les défis qui restent à relever, d'abord, si je me fie au dernier sondage de Diaconia, donc qui a appuyé l'ONG, qui a appuyé le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, selon les citoyens, ce qu'il y a comme priorité, c'est la santé, la sécurité, l'emploi des jeunes, l'éducation et puis en plus des autres domaines. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des priorités à faire face. Les défis à relever pour nous, c'est d'abord la sécurité alimentaire. Donc, on n'a même pas encore la sécurité alimentaire, nous ne parlons pas de l'insécurité alimentaire. Ça, c'est un. Deuxième niveau, c'est pouvoir offrir à nos jeunes gens une éducation de qualité. C'est où réellement nous voulons aller. Quels sont les piliers sur lesquels nous voulons nous appuyer. Vous prenez les pays des dragons du sud-est asiatique. Chaque pays a pris un pan de développement. Il y en a qui ont pris appui sur l'élevage, il y en a qui ont pris appui sur l'agriculture, il y en a qui ont pris appui sur la technologie. Donc, vous voyez Taïwan, vous voyez Singapour. Donc, ces pays-là ont pris, chaque pays, la Corée, chaque pays a pris un domaine sur lequel il s'est appuyé pour avancer. Nous, nous appuyons sur quoi? On ne sait pas si c'est l'agriculture, si c'est la culture, si c'est l'élevage, si c'est la technologie. Nous sommes en train de tâtonner, nous voulons faire de toute une priorité. Ce n'est pas possible. C'est de sérier les priorités et dire à partir de maintenant, la vision, elle est celle-ci. Voilà où nous voulons aller, voilà les sacrifices à consentir et puis on y va. Donc, il faut travailler sur ces choses-là pour que nous puissions véritablement nous inscrire dans le concert des nations. Merci beaucoup Bernard Bougma d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous dis merci. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Et nous restons à Manga qui abrite les festivités où Coris Banque International a procédé à l'ouverture de sa 47e agence au Burkina Faso. L'inauguration est intervenue le 6 décembre dernier. La banque autrement ambitionne booster le développement économique de la localité et accompagner les petites et moyennes entreprises. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le compte rendu. Sobre mais solennelle, la cérémonie d'inauguration de la nouvelle agence Coris Bank à Manga. Après 5 ans de réflexion, le projet d'implantation de Coris Bank s'est enfin concrétisé au grand bonheur des clients. Et pour le chef de la nouvelle agence, cette inauguration témoigne de la volonté de la banque autrement de participer au développement local et au dynamisme des collectivités territoriales du Burkina Faso. Coris Bank vous réserve une gamme variée de produits d'épargne ainsi que de cartes bancaires pour vous permettre d'avoir accès aux services bancaires 24 heures sur 7 jours. Quant à vos besoins de financement, nos différents types de crédits sont disponibles pour vous accompagner au mieux dans la réalisation de vos projets. Dans la veine de toujours mieux vous servir, Coris Bank International a lancé une nouvelle innovation, j'ai nommé Coris Money. Coris Money est un portefeuille électronique qui permet aux clients et non-clients de Coris Bank d'effectuer des opérations de dépôt et retrait. Avec l'ouverture de cette nouvelle agence, 47e du genre, Coris Bank est désormais présente dans les 45 provinces du Burkina Faso. Et selon le directeur général de cet établissement financier, l'avènement de l'agence Manga entre en droite ligne de la politique d'extension du réseau de la banque. Coris Bank International reste la première banque du Burkina Faso dans le financement des opérateurs économiques, des particuliers, des ménages et des producteurs agricoles. Forte de ces acquis, Coris Bank International entend poursuivre sa dynamique de croissance et de satisfaction de sa clientèle pour le bonheur des populations et l'émergence de notre économie. C'est ainsi que nous avons le plaisir, en ce jour, d'inaugurer l'agence de Manga, votre agence.
Un nouveau site qui vient renforcer le maillage du réseau national. En plus du Burkina Faso, Coris Bank est présente dans 6 pays de la sous-région, dont le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Mali et le Sénégal. L'inauguration de la nouvelle agence dans la cité de l'Épervier, qui intervient à quelques jours de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, donne à en croire le maire de la commune de Manga le temps des festivités. D'une inauguration, on passe à une autre et cette fois-ci, je vous amène dans la province de la Leraba, plus précisément dans la commune de Wéleni. Un nouveau pont a été inauguré à Kobada le 8 décembre dernier. C'est un geste du député Lona Charles Ouattara et de ses partenaires français. Le film de l'inauguration avec Noumandia Bachir Doussa. Le village de Kobada vient de bénéficier d'un nouveau pont. Cette infrastructure est la résultante d'une synergie d'action entre un fils de ce village, le député Lona Charles Ouattara, et le Centre intercommunal d'action sociale de la ville d'Autun en France. Long de plus de 40 mètres, c'est un pont qui va contribuer au désenclavement de Kobada et les villages environnants. Grâce à ce pont, désormais de Sarkandiala à Kobada, il faudra parcourir 5 km au lieu de 13 en empruntant par la nouvelle piste aménagée qui ouvre sur la voie d'accès à ce pont. Un symbole de fierté pour ce fils de Kobada. Derrière tout ça, je sers ma population. C'est une route que j'ai ouverte, il n'y en avait pas. Dans notre pays, nous nous contentons des infrastructures premières laissées par la colonisation française. Nous entretenons ces infrastructures qui ne passent pas obligatoirement par des endroits où c'est le plus rentable. C'est à nous maintenant de tracer de nouvelles routes. Le gouvernement, en signe de reconnaissance, salue l'engagement de l'homme pour le développement de sa localité. Je dirais le gouvernement que je représente là est très satisfait et nous souhaitons que ce modèle soit suivi, nous souhaitons que la jeunesse comprenne. Et comme nous avons vu dans la cérémonie, son premier commandant était là pour l'encourager, que lui aussi il ait ce bonheur d'encourager la jeunesse à prendre son exemple. Pour le premier responsable de la ville d'Autun, ce pont est plus qu'une marque de sympathie entre sa ville et le village de Kobada. Et oui, c'est pas qu'un simple pont, c'est vraiment un symbole d'alliance entre le Burkina et la France. C'est aussi une opportunité économique pour beaucoup d'agriculteurs qui vont pouvoir vendre leur production en bord de route. C'est le désenclavement d'une région et puis c'est le développement aussi de cette province parce qu'il n'y a pas de développement sans infrastructure. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, nous serons toujours aux côtés de Lona Charles Ouattara pour ses projets d'infrastructure à venir pour développer le territoire. Loin d'être à sa première réalisation, le député Lona Charles Ouattara a par ailleurs fait construire l'école primaire publique et le CSPS de Kobada en 1982. En 2009, il entreprend la normalisation de l'école qui est passée de 3 à 6 classes. En plus d'une dizaine de forages à son actif, il réalise la construction du pont de Bébougou en 2017. Open Burkina est une association qui s'est fixée pour mission l'amélioration de la transparence et la participation citoyenne. Elle était face à la presse le 8 décembre dernier. Objectif, présenter l'association créée en 2014. Les images de Joseph Yao et le récit de Sylvie Tiemtore. Contribuer à construire une société plus démocratique et surtout promouvoir la transparence dans la gestion des biens publics au Burkina Faso, c'est l'objectif qu'Open Burkina vise depuis sa création en 2014 et ce, à travers la participation citoyenne. Ce 8 décembre, l'association s'est officiellement présentée aux hommes de médias. Open Burkina travaille dans principalement 2 grands domaines d'action. Et le premier domaine, c'est la promotion de la bonne gouvernance. Ça veut dire qu'il y a des actions, il y a des projets que nous mettons en œuvre dans le cadre de la promotion et de la bonne gouvernance. Ça, c'est les projets tels que les marchés publics ouverts, l'ouverture des données de l'aide. Voilà. Et il y a des actions aussi que nous menons dans le domaine de la promotion économique et développement économique tels que les villes intelligentes, prototypage de capteurs. Open Burkina travaille sur 4 projets tournés vers l'accessibilité des citoyens à l'action gouvernementale et vers une amélioration de la transparence et de la redevabilité au Burkina Faso. Le premier, c'est
la commande publique ouverte. Au niveau international, c'est comme ça que ça s'appelle, mais c'est l'ouverture des marchés publics, si vous voulez. Rendre accessibles les données sur les marchés publics depuis la planification jusqu'à l'exécution. Le deuxième projet, c'est par rapport au transport. Voilà. On est en train de collecter les données sur le transport pour faciliter aussi bien la mobilité interurbaine que la mobilité urbaine. Et au coordonnateur de Open Burkina d'ajouter le partenariat pour un gouvernement ouvert et le projet de soutien aux solutions données à l'Afrique francophone. Open Burkina compte travailler aussi à la collecte de données sur la qualité de l'air à Ouagadougou ainsi que sur l'ouverture de plans de développement. C'est une première dans un pays musulman. L'Église catholique a béatifié samedi dernier en Algérie 19 religieux catholiques assassinés durant la guerre civile. Parmi les victimes figurent des moines de Tibéri. Reportage. L'Église catholique a béatifié à Oran 19 religieux catholiques assassinés durant la guerre civile en Algérie dans les années 1990, dont les 7 moines de Tibérine. Je crois que c'est un peu comme la partie visible d'un iceberg. Et à travers eux, on pense à tous ceux qui ont donné leur vie, les imams, les mères de famille, les pères, enfin tous ces gens-là. Et je pense que c'est leur rendre hommage et se dire qu'aujourd'hui, la fraternité est encore possible. Et je pense que dans le monde où on est, c'est capital. Environ 1200 personnes, dont quelques centaines venues de l'étranger, familles, amis et pèlerins, ont assisté à la célébration sur l'esplanade de la chapelle Notre-Dame de Santa Cruz. Leur attitude et leur persévérance dans la foi, quelque chose qui m'interpelle, et c'est pour ça que j'ai tenu à être présent avec mon épouse pour leur béatification. La chapelle, qui surplombe Oran et son port, a été récemment rénovée et son esplanade rebaptisée Place du Vivre Ensemble lors d'une cérémonie. Ces 19 martyrs d'Algérie sont 15 Français, 2 Espagnols, un Belge et une Maltaise, issus de 8 congrégations catholiques différentes, assassinés entre 1994 et 1996. Parmi eux figure Monseigneur Pierre Claverie, dominicain et archevêque d'Oran. Fervent partisan du dialogue avec l'islam, il a été tué en août 1996 par une bombe avec son jeune chauffeur algérien Mohamed Bouchiki. Ont été aussi béatifiés les 7 moines de Tibérine, enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 et dont seules les têtes furent retrouvées. Un assassinat dont les circonstances exactes restent encore mystérieuses. La vie est plus forte que la mort. Ce que nous souhaitons, c'est que les générations à venir construisent l'avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Comment éduquer nos enfants à débattre et non à se battre. Le destin tragique de ces 7 moines a inspiré le film du réalisateur français Javier Beauvois, Des hommes et des dieux, récompensé au Festival de Cannes, qui les a fait connaître. C'est la première cérémonie de béatification à se dérouler dans un pays musulman, a rappelé à Rome le père Thomas Georgéon, postulateur de leur cause. Voici une scène devenue familière dans les cimetières d'Afrique du Sud. Face à la démographie galopante, les fossoyeurs n'ont pas d'autre choix que d'ouvrir les tombes pour enterrer de nouvelles dépouilles. Une situation qui fait craindre la fermeture de certains cimetières municipaux. Reportage. Dans les cimetières de la plus grande ville du pays, Johannesburg, 45 à 60 sépultures sont ainsi rouvertes chaque semaine. Les autorités locales s'en inquiètent, au point d'envisager de rendre les incinérations obligatoires. La situation des autres grandes villes n'est guère plus enviable. Sur les rives de l'océan Indien, Durban a tiré la sonnette d'alarme de la surpopulation funéraire il y a déjà une dizaine d'années. Au début des années 1990, les violences politiques qui ont accompagné la transition de l'apartheid à la démocratie et les ravages de l'épidémie de sida ont considérablement accru la mortalité dans la capitale de la province du KwaZulu-Natal. Les craintes se sont depuis confirmées et les familles de l'agglomération sont menacées de se voir fermer la porte des cimetières municipaux au nez. La crise a forcé les autorités locales à réfléchir en urgence à des alternatives innovantes. Le recyclage des tombes anciennes en est une, la crémation une autre, mais cette dernière solution se heurte aux réticences des populations, encore très attachées à ces traditions. Dans le quartier de Roodeport à Johannesburg, la famille Sipamla a fait le choix d'enterrer la grand-mère Caroline, 87 ans, dans la même sépulture que son fils. Comme c'est une tombe qui est déjà là et qu'elle est proche de chez nous, on s'est dit que ce serait plus simple pour nous de faire cette ouverture de tombe. Et puis je ne veux pas vous mentir,
c'est moins cher que de faire une nouvelle tombe. It is cheaper than digging a new grave. Le révérend Harold Guigna de l'église de Nazareth recommande sans détour la même solution à ses ouailles. D'autres refusent l'incinération car ils sont persuadés que seul un corps complet peut rejoindre l'au-delà. Je pense que ça aiderait si les gens comprenaient pourquoi il faut se tourner vers la crémation. Parce que nous avons un problème de terre. Les gens ne peuvent plus acheter la terre et il y en a même trop peu. En plus, il y a beaucoup de naissances. De fait, très peu de Noirs sont incinérés à Durban, un seul en moyenne chaque semaine, contre plusieurs dizaines d'enterrements traditionnels. Selon les autorités, que l'on soit pour ou contre, la crémation risque bientôt de s'imposer à tous. À l'heure où le gouvernement sud-africain souhaite relancer la redistribution des terres au profit de la majorité noire spoliée sous l'apartheid, la pression foncière est telle que les cimetières ne seront sûrement pas servis les premiers. Certaines municipalités agitent donc publiquement l'idée de rendre l'incinération obligatoire. Cette citation avant de refermer ce journal. La mort n'est que le berceau de l'éternelle vie, selon Alexandre Dumas. Fin de cette édition. Merci de votre attention.